RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Politologue, journaliste. Bienvenue également, M. Freddy Moulumba. Merci, cher ami. Merci beaucoup. La première question, je vous la pose déjà. Je commence avec M. Freddy Moulumba. Votre réaction par rapport à l'interview de Colette Braeckman qui a été interprétée dans tous les sens. Quel est votre avis à ce qu'elle a dit? Il a réunifié le Congo, il a ramené le pays vers la voie électorale de démocratie. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, vous savez, est-ce opportun cette interview? Colette Braeckman a écrit, on dirait, ses mémoires qu'il a publiées. Je pense que, pour moi, les polémiques n'avancent rien du tout. Il faut laisser l'histoire venir témoigner ce qui s'est passé dans notre passé. Colette Braeckman est journaliste, elle a ses intérêts, elle a des orientations. Pourquoi en tenir compte? Et quand les Congolais écrivent, vous n'en parlez même pas, vous parlez des étrangers. Ce sont des polémiques pour moi qui ne servent à rien du tout. Normalement, ils devraient nous dire comment est-ce que Kagame a fait plus de 30 ans sur les territoires, donc 20 ans sur les territoires congolais. Colette, c'était parmi les gens qui défendaient Kagame. On a tendance à oublier. Et réaliser les documents. Réaliser les documents. Donc, je pense qu'il faudrait ne pas entrer dans... Mais l'hypothèse de la réunification du Congo... Je dis qu'il ne faut pas entrer dans ces débats-là inutiles. Il y a des questions plus importantes. Le Congo est occupé, ça fait 2 mois aujourd'hui, 2 ans qu'on a occupé le Bounaganda, il y a 10 millions de morts. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, qu'on crée des polémiques pour désorienter l'opinion congolaise. Colette Braeckman n'a jamais écrit sur les millions de Congolais qui sont morts. 10 millions. N'a jamais écrit sur l'occupation du Congo par Kagame. Tout ça, vous allez entrer dans ces débats. Vous allez vous endormir, donc vous allez vous embrouiller pour rien. C'est un débat inutile. Je pense qu'il faut laisser l'histoire. L'histoire pourra nous dire ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Monsieur Bazin Tezo, à votre avis également, que pensez-vous de cette interview de Colette Braeckman? Madame Colette Braeckman a résumé ce qui s'est passé quand le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Nous savons tous dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Et la Belgique, vous savez, la Belgique, dans sa politique africaine, la Belgique tient beaucoup à l'unité du Congo, parce que un Congo éclaté, balkanisé, c'est la fin de l'œuvre coloniale belge en Afrique. La Belgique tient à l'unité du Congo. Bien sûr. C'est ainsi que quand M. Louis Michel est arrivé aux affaires étrangères, sa première préoccupation, c'était de s'impliquer pour résoudre le problème de la crise congolaise. Et il a su convaincre le président Joseph Kabila, d'abord parce qu'il était là au pouvoir dans l'illégitimité, et que s'il voulait avoir le soutien de la communauté internationale, voilà quelques directives, quelques griefs qu'on peut vous proposer. Si vous les acceptez, eh bien, nous sommes prêts à vous soutenir. Et parmi ces griefs, il y avait l'acceptation justement de ce dialogue intercongolais qui a été préparé par Louis Michel, qui a piloté la transition. Donc, au fond, c'est l'œuvre de Louis Michel. La réunification du Congo, c'est l'œuvre de Louis Michel qui a convaincu d'abord le président Joseph Kabila à accepter ce dialogue intercongolais, et puis jusqu'à arriver à son élection de 2006. Donc, Madame Colette Braeckman a peut-être résumé, mais en tout cas, le maître d'ouvrage, c'était Monsieur Louis Michel. Monsieur Louis Michel qui, et vous le dites, avait proposé ce schéma-là, bien sûr, dialogue, bien sûr, et après le processus de démocratisation. Ça, c'est dans la tradition politique belge, c'est-à-dire que l'unité du Congo, c'est vraiment sacré pour les Belges. Ça, c'est connu. Il faut ignorer la politique belge pour ça, c'est être naïf. Oh non, c'est vous qui êtes naïf. C'est vous
qui résonnait à travers des slogans, vous croyez que vos illusions Merci beaucoup. sont des réalités. S'il vous vous plaît. faire appel à l'histoire, je pense que ça Bah va vous aider ouais. à comprendre beaucoup de choses. Oui, oui. Merci. Ok. Messieurs, dames, on va suivre ensemble cette interview et on va se retrouver pour pouvoir le commenter. Moi, essaie. Voici l'interview donc de Paul Kagame. En quelques instants, il a dit « J'ai récemment parlé à des gens hauts, des gens très haut placés venant d'un endroit qui disent « Vous savez, les Congolais disent que nous leur volons leur coltan, nous volons leur or. » Ensuite, je leur ai posé la question. Beaucoup de dirigeants, ai-je dit, il y a quelque chose que je sais. Certaines personnes viennent du Congo, qu'ils fassent leur contrebande ou passent, ils prennent des minéraux. Mais majoritairement, cela ne fait que passer par ici et ça ne reste pas. Cela va à Dubaï, à Bruxelles, à Tel Aviv, en Russie. Cela allait avant en Russie. Je ne sais pas si ça y va toujours. Cela part partout. Alors, je leur ai demandé, je leur ai dit, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minerais du Congo? Parce que ces choses finissent chez vous. Pour nous maintenant, elles passent par notre pays. On nous accuse de voler les minéraux du Congo. Et qu'en est-il de la destination? Partons-en. Parlons-en. Et si nous mettons réellement en œuvre tous nos efforts pour arrêter ce flux, l'accusation serait encore pire. Oui, ils ne verraient plus d'or passer par ici, aller chez eux. Alors, ils diraient, ces gens causent problème. Alors, que devons-nous faire honnêtement? C'est un peu en quelque sorte ce que M. Kagame a dit. Il était devant un parterre de personnes, il s'exprimait sur la question des mines du Congo, la destination des mines du Congo. Les mines qui sont donc, selon lui, qui vont dans plusieurs pays à travers le monde. Bon, je commence par M. Basile Diatezo. Non, commencez par... Je commence par M. Freddy Moulumba. Voilà. M. Freddy Moulumba, quelle est votre interprétation de cette petite interview de Paul Kagame qui circule 2 minutes 30 maximum? Oui, je pense que je vous prends un proverbe rwandais en Kinyarwanda, mais je vais traduire ça en français. La vérité peut traverser le feu sans être brûlée. La vérité peut traverser le feu sans être brûlée. Quand je parle là, ceux qui parlent Kinyarwanda savent comment traduire. Ça signifie quoi? M. Kagame a vécu dans des mensonges. Tous les rapports, Kagame disait, je ne suis pas au Congo, je ne puis pas aller au Congo, tout ça vient du Rwanda, avec la complicité du monde occidental. Tous les rapports des experts. Aujourd'hui, c'est un aveu. Pourquoi cet aveu? D'abord, il faut dire qu'il y a un travail qui a été fait par le président Tshisekedi. Depuis cette guerre, il n'y avait pas de Congolais qui parlaient du Congo à l'étranger. Le président Tshisekedi a fait un grand travail. Félix a fait un travail énorme. Il a passé presque tout le temps à l'extérieur. Je pense que beaucoup de gens le condamnaient ici en disant non, il travaille, il voyage trop, ça coûte cher. Mais comme les gens n'ont pas cette dimension de l'histoire de notre pays, le Congo a été une création du capitalisme occidental prédateur. Si vous voulez changer la situation, c'est vrai, il faut travailler à l'intérieur, il faut travailler beaucoup plus à l'extérieur. Parce que les ennemis du Congo, bien ceux qui sont là-bas, la question du Congo, soit ces étrangers-là, ce ne sont pas les Congolais qui ont créé le Congo. Mais pourquoi cet aveu? Qu'est-ce qui a poussé Kagame à faire cet aveu? Je vais expliquer d'abord le travail que le président Tshisekedi a fait. Il a vu le roi Charles, il lui a parlé. Il a vu Bill Clinton, il lui a parlé. Pardon, Biden. Il a vu tous les présidents du monde. Je sais que Kagame était devenu une charge. Si on a déclenché les dernières révélations de la presse, ces 14-34 médias occidentaux sur Kagame, ce n'est pas un fait de hasard. C'est le travail que Félix Tshisekedi a fait. D'abord en tant que premier diplomate du pays, en tant que garant de la nation congolaise, défenseur du Congolais. Deuxième chose, les intellectuels. Vous avez tendance à oublier. Tu vois, en Occident,
quand les intellectuels prennent les choses en main, ils commencent à parler, les hommes politiques ont peur. Parce que quand il y a élection, ils seront sanctionnés. C'est ça la force de l'opinion. On a commencé, il y a beaucoup d'ouvrages d'abord qui sont publiés par des Européens, Américains, beaucoup d'ouvrages. Parce qu'ici on ne parle pas anglais, on est limité. Mais quand vous voyez les Américains, beaucoup d'ouvrages et publiés par des professeurs d'université, des chercheurs. C'est la station du Congo. Après ces ouvrages-là, il y a les derniers ouvrages de Charles Onana, Holocauste au Congo. Holocauste au Congo. Il faut les lire. Lui n'a pas fait de reportages. Il est parti sur base des documents qui étaient des documents secrets. C'est une compilation de documents secrets. Ce n'est pas une compilation. Il a pris les documents, il a analysé, il a tiré l'information. Ce n'est pas une compilation. Il a juste pris quelques informations. Donc il a pris les informations pour dire ce qui s'est passé réellement. Et il a démontré avec carte à l'appui que cette guerre, donc l'arrivée des réfugiés au Congo, ce n'était pas, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Kagame avec ses troupes ont travaillé pour diriger tous ces réfugiés vers la RDC afin de faire la guerre au maréchal Mobutu. Donc tout était programmé parce que Charles est parti il a analysé à partir des cartes militaires, la CIA. Mais quelles sont les conséquences maintenant de cet aveu Oui, mais je t'explique d'abord. En dehors de Charles, vous avez le programme, pardon, le rapport des experts des Nations Unies. C'était flagrant. Est-ce que vous imaginez l'actuel président, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il fait une déclaration sur, je pense, RFI et France 24. Il vous dit que l'M23 est plus forte, mieux armée que l'armée que la MONUSCO. L'armée régulière. On lui a posé la question, c'est quel le pays? Je ne sais même pas si c'était Kagame, le Rwanda. Et ça vient de quelque part. Ça vient du secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, Kagame fait l'aveu. Il dit, on pille, ça passe par chez moi, ça part à l'extérieur. Qui pille? Il a dit certaines personnes viennent ici avec... Les rapports des experts en 2012-2013 ont démontré clairement les bureaux Congo, qui est contrôlé par l'armée rwandaise, a des comptoirs. Il contrôle tous les mines comprises au Congo. Le bureau Congo? Oui, il y a un bureau Congo, Congo Desk. Au Rwanda? Au Rwanda, oui. Demandez, il faut vous informer. Qui contrôle... Qui s'occupe du Congo. C'est ces bureaux qui s'occupent de vente, de pillage. Mais qui ramène ces personnes-là qui C'est ce que je t'explique maintenant. Oui. Selon les rapports des Nations Unies, l'armée rwandaise contrôle des mines au Congo. En complicité... Ça, c'est un rapport des Nations Unies. Nations Unies, il faut lire. Hein. J'en ai ici, j'ai fait le résumé. L'armée rwandaise... L'armée rwandaise contrôle des mines au Congo. Mines de coltan. En complicité avec le FDLR. Ceux qu'on dit FDLR, là, ne sont pas FDLR. Ce sont des Rwandais que Kagame entretient pour piller le Congo. Et toutes ces mines passent par Kigali. Si FDLR menaçait Kigali, je ne pense pas que Kigali allait accepter les minéraux, comment dirais-je, pillés au Congo. Mais dans cette interview, il se dédouane, il dit qu'il y a des personnes qui viennent avec... Il ne cite pas son armée. Il cite pas son armée. Non, parce que quand vous suivez un peu cette interview, il menace les parrains. Il dit, je ne vais pas mourir seul maintenant. Donc, ça ne profite pas seulement à Kagame avec sa clique, ça profite beaucoup plus aux multinationales. C'est ce qu'il a voulu dire. Parce que quand vous arrivez à Kigali, la plupart des banques sont occidentales, la plupart des compagnies d'assurance sont occidentales, et toutes les industries qui sous-traitent un peu ces minéraux, elles sont anglo-saxonnes. Un rapport, je t'avais montré la fois dernière, c'est un rapport écrit par les mêmes occidentaux. Les noms sont connus. Maintenant, Kagame, il dit, comme maintenant il est rejeté, il ne veut pas mourir seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut mettre tout sur la place publique. Mais il ne connaît pas comment l'Occident se comporte. Merci. Quand on trouve que... Je vais laisser parler. C'est important, il aura tout le temps de parler. D'accord. Quand on trouve qu'il est devenu encombrant,
on va les mettre hors de nuire. C'est ce qu'on a fait avec Mobutu. Et c'est une leçon pour tous les Africains qui trahissent l'Afrique, qui travaillent pour les intérêts étrangers. Que si vous suivez, Mobutu a été utilisé par les capitalistes, il est parti mourir au Maroc. Terminé. Vous avez Savimbi qui a été avec l'Amérique, ça a terminé comment? Il a été tué. Vous avez Kagame aujourd'hui. D'accord. On l'a abandonné. Donc Kagame est sur les traces de Mobutu. C'est la fin des aventures de Tintin au Congo. Bon, la fin des aventures de Tintin au Congo. Voilà. La même question, monsieur Diatezoa. Votre avis, vous avez suivi cette vidéo. Oui. Quelle est votre interprétation de cette vidéo-là? Mais d'abord, celui qui a mis le titre là, l'aveu à demi-mot de Kagame en français, est-ce qu'il a bien compris l'interview en anglais du président Kagame? Je suis très dubitatif. Parce que le président Kagame explique le système de commerce de minerais dans son pays. Mais je voudrais d'abord partir d'un fait historique. Nous, on a grandi ici à Kinshasa. On a connu la police des mines. C'est-à-dire qu'il y avait une police de l'État qui contrôlait toutes les activités minières. On ne pouvait pas accéder dans les zones minières n'importe comment. Par exemple, Bakwanga, tout ça. Il y avait la police des mines. Le régime Mobutu avait libéralisé l'exploitation minière vers la fin de son régime. C'est-à-dire que les Congolais pouvaient exploiter les minerais d'une façon artisanale. Malheureusement, l'État congolais n'a jamais structuré le marché des minerais à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'un Congolais qui exploite les minerais artisanalement se retrouve avec des produits, il doit les vendre. Mais comme il n'y a pas un marché structuré, qu'est-ce qui se passe? Il peut aller, je prends ici les habitants, les Congolais de l'Est, parce qu'on a connu ici à Kinshasa, Brazza, par exemple, Brazzaville, c'était une place tournante pour le commerce du diamant congolais, hein, c'était connu. Dans les années fin 60, début 70, Brazzaville vendait le diamant congolais. Donc pour les opérateurs artisanaux de l'Est, ils traversent en Ouganda, ils vont vendre leurs produits en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie, Kenya, tout ça. Donc ils ont créé des activités transfrontalières, des activités minières, de commerce de minerais. Et il s'est fait que la communauté internationale, suite à tous ces conflits armés où des experts ont dénoncé le financement des rébellions, ainsi de suite, par le commerce, enfin, disons les activités minières, la communauté internationale a imposé une réglementation sur le commerce des minerais dans les zones à conflit. Et parmi les principes exigés, c'était la traçabilité. Et le seul pays, je dis bien, le seul pays, parce que moi j'avais des activités économiques à Bujumbura, le seul pays dans la région des Grands Lacs qui était en ordre avec l'ITRI qui avait imposé cette réglementation, c'était le Rwanda. Le Rwanda s'est mis en ordre pour respecter cette réglementation internationale, évidemment en payant des taxes, ainsi de suite. C'est depuis quelle année déjà? Oh, c'était, disons, des années 2009, 2010, 2011. 2010, 2011. Donc il y avait cette réglementation. Donc on imposait, disons pour le commerce de minerais, la traçabilité. On devait savoir d'où venaient les minerais, parce qu'on ne voulait pas que les minerais du Congo financent les rébellions. Bon. Maintenant, le Rwanda, tout comme le Burundi, le Ouganda, ils ont des comptoirs agréés. Et les artisanaux congolais traversent les frontières, clandestinement ou officiellement, ils vont vendre leurs minerais devant les comptoirs rwandais, ougandais, burundais, tout ça là. Ils négocient les prix, on leur paye en dollars, ils rentrent. Je vous pose la question, ces premiers actes, est-ce du pillage? Vous voulez dire que l'armée rwandaise n'était pas sur les territoires? Je ne vous demande pas de répondre, vous êtes intervenu, je n'ai pas pris part. Allez-y. Donc,
Mais si on prend il a parlé cette première partie, il n'y a pas pillage. L'opérateur économique qui traverse la frontière. Au Congo, il n'y a pas d'organisation structurée. Il n'y a pas un marché structuré. Il n'y a pas de comptoir. Mais vous allez au Katanga, tous les minéraux du Katanga traversent la Zambie pour l'Afrique du Sud. C'est un problème interne. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'État congolais, depuis Mobutu, n'a jamais organisé un marché interne. Est-ce qu'il y a une bourse des minéraux ici au Congo, par exemple? Et pourtant, nous sommes des grands... Nous vantons avoir des minéraux. Est-ce que nous avons une bourse? Non. Vous voyez? Donc, on n'a jamais fait... Et le Rwanda qui n'a pas de minéraux doit avoir des bourses quand même. Il en a. Non, non, ça c'est un autre débat. Oui. J'en arrive. S'il vous plaît, ne me coupe pas parce que moi, je ne vous ai pas coupé. Allez-y. Allez-y. Bon, alors, donc, voilà une première procédure. Maintenant, quand un comptoir ougandais, ou rwandais, ou burundais, achète ces minéraux venant du Congo, et que ces comptoirs vont maintenant vendre ces minéraux sur les marchés internationaux, hein? À New York, à Londres, ou en Chine, ou à Dubaï, ainsi de suite. Mais ceux qui rachètent ces minéraux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un comptoir rwandais, c'est un comptoir ougandais, c'est un comptoir burundais. Ils ne vont pas dire que c'est le Congo qui vend. C'est le comptoir qui amène ces minéraux sur le marché international. Mais pourquoi l'État rwandais accepte-t-il? Mais l'État rwandais, d'abord, je dis qu'il y a une réglementation internationale sur le commerce des minéraux dans les zones à conflit. Bon. Et on demande à tous les États qui sont dans ces zones à conflit, autour du Congo, tout ça là, de se mettre en ordre avec l'ITRI. Donc, il y a une réglementation. Il y a des pays qui se sont mis en ordre avec l'ITRI, dont le Rwanda. Bon. Donc, ce commerce, un comptoir rwandais qui amène ces minéraux, ces produits en Chine ou aux États-Unis, je ne sais pas moi où, les acheteurs vont dire que c'est un comptoir rwandais. Ils ne vont pas dire que c'est le comptoir du Congo. Pour eux, le comptoir qui amène les minéraux sur les marchés internationaux, c'est celui-là qui est fournisseur. Bon. Mais non. Pourquoi est-ce que nous, les Congolais, si, comme mais il a le pas dit... non, écoutez. Oui. Vous allez par exemple à Kampala, hein? Vous trouvez des immeubles modernes, tout ça là. Vous allez croire que ce sont des Ougandais et tout ça là. Mais quand vous renseignez, ce sont des Nandais du Congo qui vendent des minéraux, de l'or, tout ça en Ouganda, ou qui vont à Dubaï. Et quand ils perçoivent leur profit, au lieu de venir investir au Congo, comme il y a la stabilité en Ouganda, ils investissent en Ouganda. Vous comprenez? Donc il faut voir les activités commerciales dans cette zone des Grands Lacs, l'Est du Congo. C'est à nous, les Congolais, à structurer notre marché interne pour que nos minéraux... Mais une petite question avant de donner la parole à M. Freddy. C'est vrai que vous avez pris beaucoup de temps. Oui. En quelques secondes seulement, ne prenez pas plus de temps encore. Il a parlé du rapport des Nations Unies qui indiquait que l'armée rwandaise exploitait les matières premières au profit du Rwanda. Vous savez, moi, j'ai toujours été dubitatif vis-à-vis de tous ces rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, tout ça là. Et pourquoi? Parce que moi, personnellement, je dis bien personnellement, mon entreprise à Bujumbura a été victime d'un faux rapport des experts des Nations Unies, d'une ONG américaine à réputation internationale, comme quoi mon entreprise, alors que j'étais dans le commerce des bovins à Bujumbura, mon entreprise avait vendu de l'or pour le compte du M23. Vous comprenez? Et d'une valeur, les rapports sont là, si vous allez dans Google, les rapports sont connus, hein, et qu'on demandait que je sois traduit à la Cour pénale internationale pour crimes économiques. Donc moi, tous ces rapports-là, c'est toujours à dessein. C'est politique, tout ça. Là. Des experts. Ils gagnent l'argent, ces experts. Hein, l'ONU, il ne faut jamais oublier que... Vous n'y croyez pas du tout. Écoutez, l'ONU, c'est un marché des intérêts. Et c'est le marché des puissances et des intérêts de puissance. Très bien. Voilà. Vous ne croyez pas parce que vous avez Je ne crois jamais parce que vous avez été touché personnellement. Ah oui, personnellement. Voilà. Alors, moi, je dirais que normalement, avec les déclarations de notre ami, la justice devrait quand même l'interroger. Comment s'est retrouvé à Bujumbura, faire les affaires?
pendant la guerre. Lui, il est congolais. C'est toujours à Bujumbura. Voilà encore le ridicule. Vous voyez maintenant. Mais voilà le ridicule. Voilà le ridicule. Je ferme. Voilà le ridicule. Je ferme la parenthèse. Je suis quand même libre d'aller faire mes activités partout où je veux. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a remis en cause le document, donc les rapports des experts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des professeurs d'université américains qui ont publié beaucoup d'ouvrages sur ça, qui démontrent comment Kagame et l'État national occidental pillent le Congo. Et ça part à l'étranger. Mais Kagame, son problème, il disait non, lui n'est pas au Congo. Lui ne s'occupe pas du Congo. Oh, moi, j'ai les minéraux chez moi. Maintenant, ça devient flagrant. Vous savez, je viens de vous dire ici, la vérité peut traverser le feu sans être brûlée. C'est bien qu'il y a Rwanda, non? Aujourd'hui, la vérité est sortie. Kagame l'a sorti de sa bouche. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ce qui est vrai que tous les minéraux qui sont exploités au Congo passent par Kigali, ça part à l'extérieur. Mais avec l'autorisation de Kagame, Kagame c'est un négrier. Parce qu'il savait très bien que ces gens tuent le Congolais. Mais lui dit que ça ne va pas seulement au Rwanda, ça va en même temps au Burundi, ça va en même temps au Ouganda. L'Ouganda, c'est beaucoup plus l'or. Ça va en Tanzanie. Non, l'Ouganda, c'est beaucoup plus l'or. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous avez été là au Ouganda? Okay. Il y a des chiffres. Il y avait une compagnie belge qui était placée en Ouganda parce que l'or se trouve en Ituri. Beaucoup d'or passait par l'Ouganda. Cette entreprise belge a été sanctionnée par les Nations Unies. Je ne sais pas s'ils ont fermé ou pas. Mais il y avait aussi d'industrie, donc de raffinage d'or, qui se trouvait à Kigali. Mais ce n'était pas beaucoup plus important. Mais la question qui se pose est la suivante. On peut poser la suivante. Comment Kagame pouvait autoriser ces gens à venir piller le Congo, raffiner l'or et le coltan chez lui et parler à l'extérieur? La question de la frontière. Sans refuser. Sans refuser. Aujourd'hui, les parents l'ont abandonné. Ils commencent à cette question, je vais vous la poser, sur la frontière. Je vais vous la poser. Quelle question? Je vais vous poser la question sur la frontière. Pourquoi est-ce que Kagame laisse traverser, Kagame, écoutez, laissez-moi. On n'est pas dans les terrasses ici. Soyons sérieux. Je vais vous la poser. On n'est pas dans les terrasses pour inventer n'importe quel narratif. Franchement. Pourquoi vous dites ça? Mais, enfin, tout ce qu'il dit là. Maintenant, il dit que Kagame est rejeté par ses parents. Non, je comprends. Notre ami est en difficulté. Lui, il est congolais. Oui. Kagame a tué des Congolais, ça fait 10 millions de morts. Comment est-ce qu'un Congolais peut défendre le régime de Kagame? Il y a un problème. Non, il ne défend pas les régimes de Kagame. Il est très clair. Non, il est très clair. C'est comme si je suis devant un badaud. C'est ça la difficulté. Devant un badaud. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Qu'est-ce que j'ai à voir? Il a expliqué normalement. Il a expliqué le fonctionnement de comment les matières premières quittent le Congo pour le Rwanda. Quel discours? Soyons rationnels. Prenons-nous Congolais des mesures pour éviter ce pillage. Puisque vous aimez ce pillage. Cher ami, ce n'est pas aimer les pillages. Kagame, c'est un négrier d'État moderne. D'accord. Mais que faisons-nous pour empêcher... Je vais te dire comment on va faire. S'il vous plaît. Kagame, c'est un négrier d'État moderne utilisé par l'administration occidentale pour piller le Congo et tuer le Congolais. Oui, mais ça, c'est un narratif. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? S'il vous plaît. Vas-y. On va chasser Kagame et M23 sur notre territoire. Et ça va arriver. Oui, non, mais c'est... Jusqu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux, les Américains en particulier qui les soutiennent. Oui. Les jours, on va décider de mettre l'ordre. Vous allez voir. Non. Et ça va arriver. Kagame avec M23 seront mis hors d'état de nuire et on ne saura plus piller nos richesses. Voilà comment est-ce qu'on va mettre fin. Est-ce qu'on voulons la paix? Quelle paix? Un paix de pillage? S'il vous plaît. Je ne sais pas si je me fais Quelle paix vous voulez? S'il vous plaît. C'est moi qui... C'est les Congolais qui demandent la paix. Est-ce que les Rwandais demandent la paix? Il a posé une question. Il part, il vous dit... J'aimerais que vous répondiez à une question qu'il a posée ici. Il a dit qu'au Congo, depuis Mobutu, on n'a jamais organisé, comment dire, le secteur minier. Quand on a libéralisé le secteur, il n'a pas été structuré pour permettre aux artisanaux de pouvoir liquider leurs matières premières. Est-ce que cela est une vérité ou c'est un mensonge jusque-là? Vous savez, il faut dans l'histoire.
Je vous recommande, parce que lui, il pense qu'on invente l'histoire. Il y a les livres de Banza Malale, qui a fait une étude, sa thèse de doctorat, de 1860 à 2006, pour voir, analyser les accords ou bien les contrats de concession signés entre Léopold II et l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo avec l'international occidental anglo-saxonne. Et ces accords, ces conventions sont arrivées à terme entre 1990 et 2010. Et quand vous regardez pendant cette période, c'est une période d'instabilité. 90 à 1990, 2010, 2012. Ça, c'est Banza Malale qui a fait une thèse. Ce n'est pas des racontars. C'est un Congolais. J'ai lu cette thèse. Oui. Il est katangais. oui. Il a Maître démontré Banza. que... J'ai lu ça. Il est professeur, oui. Oui, je sais. Banza a démontré que pendant cette période, il y a une instabilité. Pourquoi? Comme le contrat que Léopold II avait signé avec l'international anglo-saxon occidental sont arrivés à la fin, on voulait encore prolonger. Donc c'était à peu près 99 ans. Et c'est de 1900 en 2000, de 1900 à 1990. Ça fait peu 99 ans ou bien 99 ans. Et 98 ans, 99 ans. Donc ça va à le terme. Pour nos amis occidentaux, les minéraux leur appartiennent. Ce qu'on demandait aux Congolais, c'était de continuer avec les anciennes conventions, contrats signés entre l'État indépendant du Congo et l'État congolais. Voilà le problème de la guerre. Mais comme les Occidentaux, ils sont dans cette culture du capitalisme de pillage, d'accumulation par des possessions, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est parti prendre Kagame et Museveni. Il y a un auteur canadien qui a publié un ouvrage sur Noir Canada, il faut le lire. Il a démontré la genèse de la guerre à l'Est. On a pris Kagame qui était dans un cas de réfugié. Il travaillait avec Museveni, après il est parti être formé en Amérique. C'est pour ça que Kagame a fait la guerre. C'était pour mettre la main sur le Congo. Actuellement, nos amis... Mais est-ce qu'il y a des Congolais aussi qui traversent la frontière avec la matière première pour aller vendre? Mais ils sont nombreux. Lui, il était à Bujumbura, c'est un Congolais, non? Il faisait des affaires, non? Ils sont nombreux qui font ces affaires. Ils sont nombreux. Mais non. Comment l'État congolais laisse-t-il aussi? Mais est-ce que c'est interdit? C'est une question. Non, c'est interdit parce que c'est interdit. Ce sont des matières, des minéraux volés. Et puis Non, des minéraux glissants. Ce sont des exploitants artisanaux. Des minéraux glissants. Mais la question, pourquoi la RDC aussi laisse ces gens-là traverser la frontière avec les matières premières comme ça, et puis ils vont les vendre? Pourquoi est-ce que nous laissons... Je peux te dire ceci. Oui. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, le Congo a échappé aux Congolais. Pour être ministre dans ce pays, pour être homme politique, DG, il faut être recommandé par Kagame. C'est ce qui s'est passé. Moi, je serais déjà ministre dans ce depuis pays, l'AFDEL. puisque vous dites que je suis l'homme des Rwandais. Laisse-moi terminer. Depuis l'AFDEL. Hein? Donc la classe politique que nous avons, c'est une classe politique fabriquée par Kagame. Parce que tu ne peux pas être politicien au Congo sans avoir de corps de Kagame. Et surtout les gens de l'Est. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de Fachi au pouvoir. Fachi ne vient pas d'un coup d'État, il ne venait pas de... Le tout premier élu, le tout premier qui a pris le pouvoir... Mais sans être militaire. Pacifiquement. Sans être militaire. Fachi a fait l'opposition. Il dit niet à Kagame et aux multinationales. Pas question, il ne peut pas accepter ça. Voilà les problèmes. C'est que les gens que Kagame avait fabriqués étaient d'accord. Qui ont signé les accords avec CNDP? D'accord. Est-ce que quand vous prenez les accords CNDP, vous les lisez, vous trouvez que c'est normal? Quand un petit mouvement rebelle négocie avec un État, un gouvernement, un ministre va signer avec un rebelle? Non, je pense que tu as lu les livres de Charles Onana, c'est mieux expliqué que moi. Merci, monsieur Freddy Mulumba. Alors, on va avancer. La même, je pose aussi, je reviens sur cette question que je voulais poser, parce que l'impression que ça a donné, c'est que vous n'avez pas vraiment répondu à cette question. Premièrement, pourquoi l'État congolais laisse ces artisans, ces exploitants artisanaux traverser la frontière? Deuxièmement, pourquoi l'État rwandais accepte ces exploitants artisanaux arriver chez lui
avec des matières premières qui ne sont pas pour l'État rwandais. Pourquoi? Mais je crois que un État viable et responsable organise son pays, son territoire dans toutes les problématiques qui se posent. Sécuritaire, financier, économique, tout ça. Si vous estimez que nos matières premières, nos ressources sont pillées par des pays voisins, ben, la première question qu'un État responsable se pose, comment remédier à cette situation? Mais pas commencer, disons, à inventer des narratifs pour justifier comment le pays est pillé. Mais si les gens viennent piller chez nous, hein, si on accepte cette hypothèse-là, nous, qu'est-ce que nous faisons pour empêcher cela? C'est là où je dis il faut élever le débat, la réflexion. Vous savez, dans les années 80-90, en Europe, les Congolais sévissaient en Angleterre, là, avec des faux documents pour aller toucher dans plusieurs bureaux d'aide sociale des émoluments de l'aide sociale, tout ça là. Mais quand l'administration britannique a découvert qu'il y avait cette faille au niveau de leur système, ils l'ont remédié. Et le titre dans les journaux, c'était « Pepele is finished ». Donc les Congolais qui croyaient qu'en traversant, en allant vers l'Angleterre, on pouvait avoir facilement l'argent, mais l'État anglais a pris des mesures. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, État congolais? C'est là où il y a le vrai problème. Comment organiser notre économie? La question que j'ai posée, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas toujours, pas répondu. Non, je vous ai dit, la responsabilité d'abord. Pourquoi d'abord l'État rwandais accepte-t-il? Non, ça c'est la deuxième question. Oui. Vous dites, la première pourquoi l'État congolais laisse-t-il ses propres enfants traverser la frontière, aller chez les voisins, vendre les matières premières? Non, mais est-ce que l'État congolais a interdit aux artisanaux nationaux d'aller vendre les matières premières dans les pays limitrophes? C'est pas interdit. Mais non. À ma connaissance, non. Puisqu'ils traversent la frontière légalement. Attendez. À ma connaissance, non. Attendez. S'ils respectent la douane, ainsi de suite, nous sommes dans une activité commerciale. Dans le commerce, il n'y a pas seulement le minerai. Il y a tout là. Il y a des vaches, il y a tout. Ça veut dire qu'ils traversent la frontière, la douane constate que ces Congolais ont leurs matières premières, ils les déclarent, on le laisse passer en toute légalité. Bien sûr. Je dis, bien sûr, il y a des clandestins. Ça c'est clair. Un opérateur économique qui est à l'Est, à Bunia ou à Butembo, à Goma, à Bukavu, s'il veut importer ou exporter, il doit passer par où? Il ne doit pas venir à Matadi. Hein. Il doit passer par les ports des pays de l'Est. Donc tous ces pays limitrophes-là, Burundi, Rwanda, Ouganda, ce sont des portes charnières pour leurs activités internationales. C'est à nous, l'État congolais. Quelque part, au Rwanda aussi, on accepte des matières premières qui viennent de la contrebande. Mais il y a la contrebande, et le président Kagame l'a dit, il y a la contrebande, mais il y a aussi des gens qui traversent officiellement avec leurs matières premières, puisqu'ils doivent exporter. Les failles viennent de part et d'autre, en RDC et même au Rwanda. J'ai dit ceci. Ça, c'est une évidence. Mais nous sommes dans une activité économique, commerciale. Hein? Si l'acheteur peut acheter sans être puni par la loi, il en profite pour se servir. C'est normal. Mais je dis seulement ceci. C'est nous, les Congolais, à prendre des dispositions légales à structurer notre marché interne des minéraux. Pour finir, c'est tout. Pour finir, M. Freddy Mulumba a évoqué un aspect. Il a dit que Kagame a été choisi par une force occidentale. Non, c'est par Bill Clinton avec les hommes d'affaires d'Arkansas. Par Bill Clinton. Oui. Voilà. Pour piller le Congo au profit de ceux-là qui l'ont... Mais ça, c'est sa doctrine, c'est son narratif. Vous en pensez quoi? Bon, écoutez, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Hein. Moi, je trouve ça ridicule. Mais je reviens toujours sur ma réflexion. Hein? Vous êtes une communauté politique organisée. Vous avez un instrument qui est l'État.
Oui. Si vous savez que votre pays est convoité suite à vos recherches, à vos ressources naturelles, mais le bon sens voudra que vous organisez pour empêcher à ce qu'on vienne vous piller, voler vos matières premières. Merci. C'est notre faute, enfin. Prenons nos responsabilités, c'est tout. D'accord. Voilà. Monsieur Fredy Moulumba, deux questions. Deux questions. Je vais les poser également à Monsieur Bantini Tezoa. La première, quels sont les éléments qui prouvent que depuis l'AFDEL, la classe politique a été aux ordres de Paul Kagame depuis 1997. Qu'est-ce qui démontre cela aujourd'hui? Oui. Je pense que... La deuxième question. La deuxième question. Oui. Vous allez répondre les deux au même moment. Est-ce qu'au niveau interne, nous sommes organisés pour faire en sorte que notre frontière ne soit pas poreuse, que les Congolais qui exploitent les matières premières en interne ne puissent pas traverser illégalement, soit légalement? Ça, c'est la deuxième question. Oui, qu'est-ce qui prouve? Je pense quand l'AFDEL est arrivé en 97 ici, moi j'étais responsable aux gens le potentiel. C'est James Kabarebe qui a pris d'abord les pouvoirs, parce qu'ils sont arrivés à Kinshasa en bout de parti. Et Laurent Désiré Kabila s'autoproclamé président, alors que ce n'était pas lui qui était prévu, c'était Bouguera. Mouzé, en tant que maquisard, il a vite compris que le pouvoir dans la rue, il a récupéré. Il s'autoproclamé. Donc il a mis les Rwandais devant un fait accompli. On a mis Jessica Barebe comme chef d'état-major. Un Rwandais. Un Rwandais. Ministre des Affaires étrangères, Bizi Makahara. Donc ils ont pris, comment dirais-je, là où des places stratégiques. Et Rouberois était directeur du cabinet de Bizi Makahara. Vérifiez un peu. Pour que les gens comprennent, on vient d'où. Et les rôles que Rouberois a joué à Sal City. Bizi Makahara, qui c'est James Kabarebe, c'était les deux grands patrons. C'est eux qui étaient les relais de Kagame ici. Moi, je me rappelle, on partait au Grand Hôtel. On a trouvé tous les politiciens congolais qui faisaient du bruit à la RTNC, donc à la conférence nationale souveraine. Ils étaient en dessous des arbres, avec des dossiers, pour être engagés. Dès que... Chez Kabarebe. Non, donc l'AFDEL était logé au Grand Hôtel. C'est là où ils étaient. Tous les politiciens là qui étaient à la conférence souveraine se sont retrouvés là-bas. Tous recrutés. Parce que pour être ministre, il faut qu'il y ait l'accord de Kabarebe. Et qui dit Kabarebe en cette période-là, c'était Kagame qui gérait le Congo. Et Mouzé a dit niet. C'est comme ça, le 2 août 1998, Mouzé a chassé et les Rwandais et les Ougandais ici. C'est donc pour on ne veut pas reprendre l'histoire. Pour vous qui êtes jeunes, qui chassa le 2 août, on se réveille le matin. On nous dit que Kabarebe a pris l'avion avec un commando jusqu'à Mwanda. Il atterrit, il commence à avancer. On a fait 3 jours dans cette ville, sans eau, sans électricité. Je me rappelle, on commençait à préparer avec le bois. Hein, on a coupé des bois, là, on commençait à préparer avec ces bois. Parce qu'il n'y avait pas de macales en quelque sorte, de braise. Pendant 3 jours, ils sont avancés. Et quand Mouzé a pris la parole, il a lancé un mot d'ordre. On va vous prendre votre pays. Les jeunes Kinois étaient les premiers à résister. Après, les troupes zimbabwéennes, namibiennes sont arrivées et à la fin, l'Angola a coupé court à l'aventure de James Kabarebe. D'accord. D'accord, M. Fredy Moulumba. Sur le plan politique, pour y accéder, il fallait passer voir l'AFDEL avec leurs titres, avec leur staff. D'accord. Donc jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez de plus près, la plupart de la classe politique, tu peux parler de 99%. Ces gens, jusqu'aujourd'hui, ils sont recrutés par Kagame et Museveni, soit ils sont venus dans les valises de l'AFDEL. Voilà notre grande difficulté aujourd'hui. Deuxième volet de question. Parce que
maintenant, je passe au deuxième volet. Oui. Voilà pourquoi on a difficile à contrôler les frontières. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir avant que Fachi vienne, travaillaient pour Kagame. Les frontières étaient ouvertes. Qui pouvait parler contre Kagame ici? Ici à Kinshasa. Robert, toi tu es sur Robert à Kinshasa ici. Qui pouvait le faire? Mais est-ce que aujourd'hui, Robert a fui. Deuxième volet de question. Est-ce que c'est interdit pour les artisanaux de traverser la Ce n'est frontière? pas interdit. Ils sont comme dans un État. Normalement, on devrait respecter les règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Je viens de vous dire ici, l'armée rwandaise, avec leur desk Congo, l'armée rwandaise a des mines. Notre ami dit que je raconte des histoires. Il y a les rapports des Nations Unies. On ne peut pas dire que tous ces gens sont des idiots. Il y a des livres, des spécialistes, des grands professeurs d'université, des intellectuels qui démontrent. Lui, il dit que c'est faux. D'accord. Donc, moi, ce qui m'étonne, Merci. c'est là où ça pose problème. Quand vous parlez avec nos amis étrangers, ils se posent la question, mais comment expliquer que vous-même Congolais, vous remettez en cause ce que Kagame... Donc, vous soutenez Kagame en quelque sorte. Non. Au lieu de l'accuser. Non, les discours là, écoute, parce que moi, je voyage avec beaucoup de gens. Quand on voyage à l'extérieur, ça c'est le discours que les Congolais, ce qui tient là, tu faisais des Congolais qui défendent Kagame. Non. C'est ce qui est curieux, ou bien qui défendent les Rwandais. Il n'a pas dit ça. Il ne défend Non, pas Kagame. il ne parle ouvertement. Il ne défend pas Kagame. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a tué. Non, ce n'est pas le cas. 10 millions de morts. S'il vous plaît, M. Freddy. Et puis aujourd'hui, tous les rapports sont très clairs. Non, s'il vous plaît, il ne défend pas. Il défend pas. Il a développé certaines hypothèses. Vous dites que vous avez travaillé avec le potentiel. Hein? J'étais le patron. Et Moutinga était qui? J'étais le patron. J'ai dit que Moutinga est parti, c'est moi qui ai géré le potentiel pendant 10 ans. Bon, demandez au frère Moutinga qui est Basile Diatezo. Moi, je connais. Donc, je n'ai pas commencé la politique avec Kagame. Non, mais je n'ai pas commencé à m'intéresser de la problématique de l'Est avec Kagame. Kagame est arrivé en 94. Le discours est très clair. Kagame est arrivé en 94. Monsieur Freddy Mulumba, s'il vous plaît. Kagame est arrivé en 94. S'il vous plaît. Mais non. S'il vous plaît. Je ne suis pas dans les terrasses ou dans les égouts. Non, s'il vous plaît. Un peu d'élégance. Non, c'est... Un peu d'élégance à votre co-débatteur, s'il vous plaît. Alors, le problème est là. Les matières premières quittent le Congo. Légalement, comme vous l'avez dit. Je l'ai dit. Les matières premières quittent le Congo légalement, traversent la frontière, vont au Rwanda pour... Alors, pourquoi le Congo parle de pillage? Pourquoi les politiciens parlent de pillage? Quand vous avez des compatriotes du calibre de notre frère, hein, un peu d'élégance. Oui, du calibre, c'est-à-dire que lui... Il est libre quand même, mais non, est-ce que c'est la liberté? Non, il peut parler. Non, je dis, quand vous avez des compatriotes qui tiennent un tel narratif, et que, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais ça peut arriver qu'il soit dans un cabinet ministériel, aux affaires étrangères, ou qu'il soit attaché à la présidence, tout ça là. S'il va préparer un dossier sur cette problématique, mais ce n'est que normal qu'on arrive à de telles contradictions, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on invente des narratifs et on va soumettre ces narratifs aux décideurs, et quand les décideurs vont s'engager à prendre des décisions, on se bute encore à des contradictions. Non, je crois qu'il est plus que temps que les Congolais aient les pieds sur terre. Montrons-nous que nous sommes un peuple qui se veut responsable, qui a des objectifs. Et si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons avoir un instrument, et ça c'est une vérité universelle, cet instrument c'est l'État. Si on n'a pas un État viable et responsable, ce n'est que normal que ceux qui nous convoitent viennent faire leur marche de tourisme dans notre pays. C'est l'histoire de l'humanité. Quand vous étudiez toutes les guerres dans l'humanité, depuis le Moyen-Âge, il y a toujours des raisons économiques. Mais voilà. Donc, c'est à nous, Congolais, à prendre nos responsabilités. Mais il y a un complot. Parce que le complot est... Ce n'est pas question de complot. Il ne faut pas entrer dans cette théorie de complot. Le problème ici, c'est que nous payons très cher nos propres turpitudes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous continuons dans nos propres turpitudes. Et quand il y a des conséquences fâcheuses, on veut toujours accuser les étrangers, on veut toujours accuser les autres. Mais nous, quelle est notre part de responsabilité? Si nous avons réussi la conférence nationale souveraine, est-ce qu'on allait connaître le phénomène AFDL ou le phénomène Kabila dans ce pays? Non.
Et pourtant, le processus de la conférence nationale avait bien commencé. On pouvait bien aller jusqu'au bout et puis faire une transition ordonnée et changer notre pays. On a échoué. Voilà les résultats. Et nous subissons ce dérapage jusqu'aujourd'hui. Maintenant, au lieu que les Congolais comprennent, non, on continue à s'égarer dans ces égouts de la médiocrité pour avancer n'importe quel narratif. Mais finalement, on va arriver. Mais aujourd'hui, Oui. M. Basile Diatézois, quand on compare, quand on voit la mine de Roubaïa, qui, selon certains experts, est le plus grand gisement minier de coltan à travers le monde, si on essaie de voir au Rwanda, est-ce que aujourd'hui, du point de vue géographique, la richesse minière du Rwanda peut-elle, si on essaie d'estimer, peut-elle équivaloir celle du Congo, en quelque sorte? Mais non, écoutez... Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de théories selon lesquelles au Rwanda, il n'y a pas de matière première. Tout ce qui se vend au Rwanda vient du Congo. Ici, on parle aussi de la question de la traversée des frontières des matières premières du Congo légalement. Écoutez, Oui. des publications scientifiques depuis la colonie sont là. Hein? Des géologues qui ont sillonné la région des Grands Lacs. C'est le même relief volcanique, tout ça là. Donc, vous allez au Burundi, vous allez au Rwanda, vous allez en Ouganda, tous ces pays limitrophes là, qui sont dans cette zone de montagne, Oui. c'est le même relief géologique, vous trouvez ces différentes matières premières. Seulement, au Congo, avec notre grand territoire, il est évident que... Plus riche. Voilà, la quantité est plus importante. Ça, c'est une vérité qui est là, incontestable. Bon. Maintenant, vous parlez de Roubaïa. Mais enfin, écoutez, soyons sérieux. Roubaïa, c'est au Congo, n'est-ce pas? C'est au Congo. Prenons cette hypothèse-là, que les Rwandais viennent piller le Roubaïa. Ils occupent Roubaïa. Mais j'ai dit, prenons cette hypothèse. Non, là, il n'y a pas d'hypothèse. Ça, c'est le fait. Mais d'accord, prenons C'est ces les faits. faits. Il n'y Prenons a pas ces d'hypothèse, faits. oui. Mais comment expliquer que les Rwandais soient là? Comment expliquer? Comment sommes-nous arrivés à ça? C'est là où je dis au Congolais, il faut un petit déclic de notre sens cognitif. C'est ce qu'ils appellent. Mais écoutez, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1960 pour arriver à ce stade-là? C'est entièrement de la faute des Congolais. Mais bien sûr. Mais nous payons très cher nos propres turpitudes d'hier. Vous savez, Mais le Congo n'existe donc pas. écoutez, Donc, Bill Clinton dans n'a pas les de années- responsabilité. écoutez, C'est la faute aux Congolais. la loi, prenons même le cas, la 100%. loi de 1981. C'est la faute 100% congolais. Écoutez, la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise, l'application de cette loi, hein, avait dessaisi la nationalité zaïroise à tous les Tutsis. J'insiste bien, à tous les Tutsis. Même ceux qui sont congolais de souche, qui étaient zaïrois de souche. Tous les Tutsis étaient dessaisis. Et quand on analyse l'évolution historique de cette loi, les conséquences, tout ce que nous subissons aujourd'hui, hein, c'est parti de là. Et à la conférence, évidemment, c'était l'apothéose de notre médiocrité, hein, parce qu'on a chassé tous les Tutsis à la conférence. Bref, la rébellion AFDL, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se plaint, on dit voilà, les Rwandais viennent nous piller, tout ça là. Mais écoutez, si nous sommes arrivés à avoir une armée qui n'arrive pas à défendre correctement le pays, à qui la faute? Merci beaucoup, M. Voilà, Diatézois. donc prenons nos responsabilités. Alors, voilà M. ma Freddy pensée. Mulumba, quelle solution définitive? D'abord, il faut mettre un peu de l'ordre. Il faut dire aux Congolais ceci. On peut avoir des Tutsis congolais, des Hutus congolais, des Baluba congolais. C'est un problème de nationalité qui est juridique. Mais quand vous prenez l'histoire de ces pays, il n'y a pas de tribus Tutsis et de tribus Hutus au Congo. Pour preuve, on parle des communautés Tutsis, communautés congolaises, communautés Hutus. Mais le fond du problème est foncier. C'est ça le fond du problème. Ce qui se passe au Kivu. Actuellement, il y a des rapports faits par les mêmes occidentaux qui démontrent que dans les Massissi, ce sont des troupes, ce sont des hommes d'affaires rwandais,
les militaires rwandais, les hauts gradés, avec les Kagame, qui ont des terres dans les massifs. Des grands fermes, c'est détenu par des Tutsis, tout comme des Hutus, mais qui travaillent avec Kagame. Il y a des rapports sur ça. Donc c'est un problème foncier. Et quand ils ont tout pris, la population n'a pas de la place pour rester. Prenez, ça fait à peu près 7 millions, plus ou moins 7 millions de places internes. Tu fais un raccourci. Laisse-moi terminer, pas un raccourci, laisse-moi terminer. Moi, prochainement, je préfère venir avec tous les rapports ici. Quand tu viens prochainement pour qu'on discute, amène-moi des livres, amène-moi des rapports, on va discuter. C'est pour éviter qu'on tombe dans cette confusion-là. Parce que ce sont des rapports faits par des gens, des ONG sérieuses, sur le terrain, sur ce conflit-là. Les conflits d'abord fonciers. Les Tutsis, une minorité de qui chassent donc les Congolais. Qui n'est pas congolaise comme vous Non, vous le il y a dites. des Tutsis qui sont congolais. Je dis les Tutsis, être congolais, c'est une question de nationalité. C'est pas tribal. Ici, les problèmes, c'est que les gens confondent tout. Mais toi-même, tu confonds. Laisse-moi terminer. Toi-même, tu confonds. Laisse-moi terminer. Je t'ai dit qu'ils vont pas avoir des Tutsis au Congo, il y a des Tutsis au Rwanda, il y a des Tutsis au Burundi. Comment il n'y a que des Tutsis qui sont au Congo qui posent problème? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des Tutsis au Burundi qui ont une difficulté avec les Congolais? Pourquoi il n'y a que les Rwandais? C'est un problème de terre. Kagame, les rapports sont très clairs. Tous les responsables militaires avec... Manga Chuchu est en prison, pourquoi? Manga Chuchu, on lui a donné les mines de Rubaya. C'est l'homme le plus riche, celui qui a corrompu tous ces politiciens que vous avez ici. Manga Chuchu est très puissant. Qui peut parler de Manga Chuchu ici? Tous ces députés que vous voyez là, c'était Manga Chuchu qui payait l'argent pour l'a mis en prison. C'est pour voir que Félix, il ne badine pas. Parce que personne ne pouvait toucher Manga Chuchu. Manga Chuchu, à Rubaya, c'était le patron. Les mines là lui appartenaient avec Kagame. Ce n'est pas les mines pour les Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'occuper de tous ces des petits peuples qu'on manipule. Une question. Depuis 1900, il y avait Bisengeman qui était patron ici. Il était rwandais, non? Bisengeman qui était directeur du cabinet de Mobutu. Il était rwandais. Tout le monde le savait. Pourquoi ça n'a pas posé problème? Pourquoi aujourd'hui le problème de Tutsis se pose au Congo? C'est une manipulation des Kagame avec les hommes occidentales. Parce que dans la stratégie des Occidentaux, oui, mieux vaut gérer un pays avec des minorités. C'est le problème. Jamais avec la majorité. Réalisez beaucoup d'histoires. Il y a mon ami Bouchali qui m'a envoyé certaines références des livres écrits par les Occidentaux, pas par lui. Mais qui montre la stratégie des Occidentaux, diviser pour mieux régner. On prend des minorités, on leur donne tout. On va les faire croire que sans nous, vous ne valez pas la peine. Voilà pourquoi les Rwandais, Tutsis, sont tellement accrochés aux Occidentaux. Comment résoudre ce problème? Le problème, il faut un État de droit, un État moderne. Ça suffit, quoi. Il faut qu'il y ait la loi. En cas de problème, la justice règle le problème. Que tu sois minorité, que tu sois majorité, s'il y a la loi, et là, tout est réglé. Deuxième chose, il faut mettre en place des canaux d'expression. Vous savez pourquoi ces problèmes politiques prennent un peu les canaux tribaux? C'est parce que pour accéder au pouvoir, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de canaux pour, bien définis pour y accéder. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, chaque personne se replie sur sa tribu. Pour que tu sois voté, il faut voir si je suis Moluba, il faut voir les Baluba, tu es Katangé. Comme ça, je suis Katangé. C'est parce qu'il n'y a pas de règles bien conçues pour permettre une compétition. Parce que les jours où toi tu es Katangé, tu as un problème, tu arrives au parquet, au tribunal, on dit la loi, ou bien on dit les droits. Tu as raison, bien ou tort, on peut te condamner tout comme on peut te libérer. Ce jour-là, les problèmes ethniques pourront diminuer. Ce n'est pas un problème culturel. Ici, c'est comment accéder au pouvoir. Comment accéder? Merci beaucoup. Ok, je laisse. Merci. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Alors, on va terminer avec vous, parce qu'on a commencé avec M. Freddy Mulumba. On va terminer avec vous pour quelques minutes seulement. Dites-nous, comment pensez-vous que ce problème peut être définitivement résolu afin que la paix revienne au Congo? C'est ce que nous voulons. Ben, écoutez, je crois que pour le moment, notre préoccupation principale, c'est la paix à l'Est. Hein? Parce que quand 60% du budget national est absorbé par cette guerre,
c'est que ça freine quand même toute politique pour développer ce pays. Donc, nous devons, pour le nouveau gouvernement, et ça je fais un appel vraiment qui vient du fond de mon cœur, c'est d'œuvrer pour construire cette paix. Construire cette paix pour que la région se stabilise et pour que notre pays fasse des réformes sur le plan institutionnel, tout ça là, qui est bonne gouvernance, ainsi de suite. Bref, c'est mettre de l'ordre dans notre pays. Parce que le Congo, tant qu'il est dans ce désordre, c'est toute l'Afrique qui souffre. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Donc, nous avons ce devoir, cette obligation de construire la paix et d'inventer des institutions pour avoir un État viable et responsable. Voilà un peu ma façon de... Mais par quel mécanisme on peut avoir cette paix-là? Il y a beaucoup d'idées. Ben, écoutez, il y a un gouvernement qui est là maintenant. Hein? Il y a un gouvernement qui est là. Nous attendons les propositions du gouvernement sur la situation à l'Est. S'il faut aller vers des concertations politiques pour trouver une solution sans violence, moi je soutiens cette orientation. Donc on attend ce que Madame la Première ministre va proposer au Parlement. Je voudrais un peu, parce qu'il faut corriger. On dit on attend la paix. Le Congo ne fait pas la guerre contre le Rwanda ou contre l'Ouganda. C'est les Rwandais qui nous font la guerre, les Rwandais et l'Ouganda qui nous font la guerre, ils sont sur notre territoire. On fait comment? On les chasse d'abord. La solution pour cette crise passera par une guerre patriotique. Si on fait cette guerre patriotique, le Congo sera libéré et l'Afrique sera libérée. Parce que ceux qui sont en face de nous, Kagame et Museveni, sont des négriers, des masques. C'est le capitalisme occidental prédateur. On les utilise. Les gens vont gagner cette guerre, la paix va s'installer, le Congo sera libre et l'Afrique sera indépendante. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Merci beaucoup, M. Basile Diatezoa, d'avoir pris part à cette émission. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous l'avez suivi, vous l'avez aimé. On va donc se retrouver, surtout que vous avez appris. La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.